Donc, on va pouvoir commencer. Il est 10 heures pile, on est dans les temps. Donc, bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire dédié à la thématique de la ressource en eau et plus particulièrement sur les moyens de rendre les touristes acteurs et actrices dans sa préservation. Donc, avant de commencer, pour votre information, ce webinaire qui devrait durer environ 1 heure, si on dépasse, on s'en excuse un petit peu, mais libre à vous de partir après l'heure définie. Donc, ce webinaire est enregistré. Normalement, les caméras et les micros sont coupés, hormis pour les intervenants, évidemment. Il y aura des temps d'échange et de questions à la suite de chaque intervention. On ne pourra pas poser plus de 2 questions après chaque intervention pour pas trop manger sur le temps, mais ensuite il y aura un temps un peu plus long à la fin pour que vous puissiez poser vos questions dans le chat, car les micros sont coupés. Donc voilà, au vu du nombre de participants, ce sera plus adapté. Donc pour me présenter, je suis Vanda Velin, chargée de mission Pavillon Bleu. Je suis accompagnée de ma collègue Yaya Dayaou, chargée de mission Clé Verte. On représente le pôle tourisme durable de l'association Terragir, qui regroupe ces 2 labels à destination d'une part des plages et des ports de plaisance et d'autre part des hébergements, restaurants touristiques. Donc tous engagés en faveur du développement durable du secteur touristique. Pour présenter rapidement Terragir, donc c'est une association reconnue d'intérêt général à but non lucratif. Sa mission depuis 40 ans, c'est l'éducation à l'environnement et la mise en action des acteurs de la société à travers différents programmes. Donc, Clé Verte et Pavillon Bleu dans le pôle tourisme durable. Et on a un pôle éducation à l'environnement, donc qui regroupe les programmes Éco-École, Jeunes reporters pour l'environnement et également toutes les activités autour de la Journée internationale des forêts. Donc, Terragir fait partie d'un réseau international, la Fondation pour l'éducation à l'environnement, la FI, qui est présente dans plus de 80 pays aujourd'hui et qui rassemble différents acteurs, donc associations, ONG, entreprises à but non lucratif, un peu comme Terragir. Cette coordination internationale, elle est basée à Copenhague. Elle travaille en partenariat avec l'Organisation mondiale du tourisme et elle a axé sa stratégie sur 3 points principaux: la lutte contre le réchauffement climatique, la préservation de la biodiversité et la lutte contre les pollutions sous toutes leurs formes. Donc, je laisse Taya. Et notre association, dans sa volonté de sensibiliser sur les enjeux du développement durable et leur interdépendance, a construit des partenariats avec l'Agence française de développement, AFD, pour faire connaître les 17 objectifs du développement durable. Un autre partenariat avec la Banque des territoires, qui sont les deux nos partenaires dans le cadre de ce webinaire. Le but est de faire comprendre que les enjeux environnementaux, sociaux et économiques sont interdépendants. C'est dans ce cadre que le pôle tourisme de Terragir organise une série de 3 webinaires consacrés à la gestion de la ressource en eau, un sujet emblématique de ces interdépendances. Le premier webinaire a eu lieu en juin dernier et traitait des stratégies envisagées par certains territoires pour une meilleure gestion de la ressource en eau en période estivale. Nous sommes aujourd'hui au 2e webinaire de cette série, dédié aux leviers d'action que les professionnels du tourisme peuvent mettre en place pour encourager les touristes à devenir acteurs et actrices de la sobriété hydrique. En effet, parmi les enjeux de l'eau, nous retrouvons la qualité de l'eau, mais aussi la sobriété hydrique, qui est une problématique majeure pour de nombreux territoires en France. Et une étude démontre qu'un touriste consomme en moyenne 300 litres d'eau par jour, soit 2 fois plus qu'un habitant local. Des prélèvements importants en eau ont lieu en été lorsque la disponibilité est la plus faible et le tourisme exerce une augmentation de cette conservation. Selon une étude de la Direction générale des entreprises, le secteur touristique consomme chaque année 335 millions de mètres cubes d'eau, ce qui est énorme. Donc, face à ces chiffres, il est essentiel d'amorcer des changements de comportement pour une gestion durable de cette ressource précieuse. Et c'est dans ce cadre, pour mieux comprendre comment communiquer et sensibiliser les touristes et encourager à préserver l'eau même pendant leurs vacances, nous avons le plaisir d'accueillir 4 intervenants. Delphine Labousse, docteur en psychologie sociale et consultante chercheuse spécialisée dans l'accompagnement des changements de comportement en faveur de la transition écologique et énergétique. Laetitia Harel, chargée de mission tourisme durable au CRT de Bretagne. Michel Laborde, adjoint aux travaux à l'aménagement du littoral et à la voirie à la ville de Biarritz.
Et enfin, Nathalie Artaïet, directrice et responsable environnement de l'éco-hôtel Almanar Plage dans le sud. Donc, je laisse la parole et le contrôle du PowerPoint à Madame Labousse. Donc bonjour à tous et toutes. Donc, je m'appelle Delphine Laglouze. J'ai fait un doctorat en entreprise en psychologie sociale. Et depuis maintenant 10 ans, j'ai créé ma propre structure. Donc, je travaille en tant qu'indépendante pour accompagner tout type de projet dans le domaine de la transition écologique, avec des apports en psychologie sociale dont je vais vous parler juste après. Et l'objectif à chaque fois, c'est de mieux comprendre en fait pourquoi les gens agissent ou n'agissent pas de certaines manières, et donc essayer d'accompagner au mieux les changements de comportement. Donc juste en quelques mots, vous présenter la psychologie sociale, qui est une discipline pas forcément très connue, qui est entre la psychologie, qui s'intéresse aux individus, et la sociologie, qui s'intéresse plutôt aux groupes. Donc on va étudier l'impact du groupe sur l'individu. Et plus précisément, donc la psychologie sociale, c'est une discipline scientifique qui essaye de comprendre et d'expliquer comment les pensées, les sentiments et les comportements des individus sont influencés par la présence des autres. Concrètement, dans un projet, on va avoir 3 phases. Une première phase, on va chercher à comprendre les comportements, les habitudes, les perceptions. Donc pour ça, on va faire une première phase de cadrage et ensuite un diagnostic avec des enquêtes de terrain, donc des enquêtes qualitatives et quantitatives, où on va essayer de comprendre quels sont les freins, quelles sont les problématiques, comment les gens se représentent un sujet, etc. Ensuite, dans la phase d'action, on va mettre en place une stratégie avec tout un plan d'action pour identifier sur quel levier on peut agir pour accompagner des changements de comportement dans un domaine donné. Et puis, on a une phase d'évaluation qui va nous permettre de mesurer l'impact et donc d'évaluer quels sont les changements qu'on a pu obtenir et quelles sont les limites éventuelles à ce qu'on a mis en place. Donc ça, c'est au niveau de la démarche. Ensuite, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre pourquoi on observe parfois un décalage entre ce que les gens pensent et ce que les gens font. Et donc, pour ça, on va s'intéresser au rôle du contexte. Donc, comment le contexte peut parfois faciliter ou freiner un comportement. Donc, un contexte qui va faciliter, ça peut être, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du concept de nudge. En fait, ça vient des études en psychologie sociale. C'est vraiment comment faire des incitations douces, donc faire ce qu'on appelle un petit coup de pouce qui va faciliter le comportement. Et Laetitia en reparlera dans sa présentation tout à l'heure. Au niveau des techniques et des nouvelles technologies, là aussi, ça peut être des freins parce que parfois, les technologies sont trop complexes, trop difficiles à s'approprier ou parfois déresponsabilisent les usagers. Donc, ça peut aussi être un frein. On a des freins qui sont liés à la société, puisqu'on est dans une société individualiste et de surconsommation, donc qui peut être en opposition avec des injonctions à la sobriété. L'impact du groupe, donc ça, j'en reparlerai juste après, mais voilà, ce que les autres font et ce que les autres pensent va influencer de façon significative le comportement de l'individu. Et puis, des freins liés aux personnes elles-mêmes, donc à nos habitudes, à notre éducation, à un certain nombre de choses liées à des aspects aussi cognitifs. Donc, c'est ce dont je vais vous parler juste là. Donc là, ce document, vous pouvez le retrouver sur Internet, ça s'appelle le Codex des biais cognitifs. Et donc, ça présente l'ensemble de ce qu'on appelle des biais cognitifs, ou ce que moi je préfère appeler des automatismes cognitifs. C'est la façon dont notre cerveau fonctionne qui fait qu'on ne traite pas toujours l'information de façon rationnelle et approfondie, parce qu'on est dans un environnement où on a tout le temps plein d'informations en permanence. Et donc, notre cerveau utilise ce qu'on appelle des raccourcis de pensée, qui vont faire que parfois, on n'agit pas forcément de façon rationnelle ou on n'agit pas forcément en accord avec nos valeurs. Il y a 4 grandes catégories d'automatismes cognitifs. Si ça vous intéresse d'aller les creuser, dans ce document-là, chacun est détaillé de façon très précise. Là, je n'ai pas du tout le temps d'entrer dans le détail, mais je vous dis juste les 4 grandes catégories. La première, c'est tous les biais cognitifs qui sont liés aux limites de notre mémoire. On sait que notre mémoire à court terme est limitée à 7 éléments. Et donc, quand on veut transmettre des informations à des personnes, ça peut être intéressant déjà d'avoir un message assez court et de se dire que les personnes vont surtout se souvenir de ce qui est dit en premier et en dernier. C'est ce qu'on appelle l'effet de récence et l'effet de primauté. Tout ce qu'il y a au milieu du message, en général, le cerveau ne le retient pas. Donc ça peut être des petites astuces. L'autre grande catégorie de biais cognitifs, c'est l'incapacité qu'on a à traiter toutes les informations, parce qu'il y en a trop. Donc notre cerveau va sélectionner. C'est pour ça que ça peut être bien d'avoir des messages simples, clairs, avec parfois des schémas, des graphiques,
ou en tout cas de rendre saillant ce qu'on veut faire passer comme message. Le rendre saillant, ça veut dire le rendre visible et qui va attirer l'attention. Donc, si vous voulez faire une affiche, par exemple, ce qui va être important, c'est qu'elle soit là pendant un temps assez court. Si l'affiche, elle reste en place pendant 6 mois, assez vite, elle fait partie de l'environnement et elle est plus saillante. Ça veut dire qu'elle ne va plus attirer l'attention de notre cerveau. Il y a plein de petites astuces comme ça que je n'ai pas le temps de détailler, mais qui sont intéressantes à connaître. La nécessité d'agir vite, c'est aussi un ensemble de biais cognitifs qui vont faire comprendre des décisions de façon rapide. Et donc, on n'a pas forcément le temps d'analyser en profondeur un message. Et puis, notre cerveau va toujours chercher à donner du sens. Donc, c'est important de donner du sens à ce qu'on veut faire passer comme message. Je vous présente rapidement un modèle qui explique les principaux déterminants d'un comportement qu'on appelle un comportement planifié, c'est-à-dire un comportement pour lequel il y a d'abord une intention d'agir. C'est par opposition à tous les comportements qui vont être des habitudes, qui sont du coup routiniers, automatiques, et où il n'y a pas l'intention d'agir. Mais par exemple, si je veux, je ne sais pas moi, économiser l'eau, je vais peut-être décider d'acheter des mousseurs pour mettre sur mes robinets, il faut d'abord que j'ai l'intention de le faire. Et cette intention d'agir, elle va dépendre de 3 grands facteurs. D'abord, les attitudes. Les attitudes, c'est l'aspect plutôt cognitif du problème. C'est qu'est-ce que je pense par rapport à économiser l'eau? Est-ce que j'estime que c'est important comme sujet ou pas? Donc, c'est quelles sont mes croyances par rapport aux conséquences du comportement. Est-ce que je pense que économiser l'eau, ça va avoir des conséquences positives sur la planète, sur l'aspect financier, etc. Ou est-ce que ça va avoir des conséquences négatives? Donc, c'est en gros, est-ce que je suis favorable ou défavorable à un comportement donné? Il y a un autre groupe de facteurs, ça s'appelle les normes subjectives. Cette fois, c'est les croyances par rapport à l'avis des autres. Est-ce que dans mon entourage, ma famille, mes amis, mes proches sont favorables à économiser l'eau ou est-ce qu'ils s'en fichent? Et ça, on sait que donc, ces normes sociales, qu'est-ce que les autres pensent, qu'est-ce que les autres font, ça a une influence significative sur le comportement de l'individu. Vous avez peut-être déjà entendu parler ou vous avez peut-être mis en place déjà des choses, s'il y en a certains qui sont gestionnaires d'hébergements touristiques, par exemple dans les hôtels, ça vient d'études en psychologie sociale, hein. Le simple fait de mettre une petite affiche qui dit 83% des clients de cet hôtel réutilisent leurs serviettes plusieurs jours pour économiser l'eau, ça active la norme sociale. Ça nous dit que la majorité des clients, donc des personnes qui, comme nous, fréquentent cet hôtel, économisent l'eau en réutilisant leurs serviettes plusieurs jours, par exemple. Donc, activer la norme sociale dans des messages, c'est très important parce que ça va nous permettre de réduire ce sentiment d'isolement qu'on peut avoir parfois et de se dire, OK, si la majorité des autres le font, mon geste va être d'autant plus efficace, donc j'ai tout intérêt à le faire. Et puis, on a tous envie de se conformer à la norme, d'essayer d'agir un peu comme les autres. Donc, ça peut être communiquer sur ce que les autres font. 83% des autres touristes font ceci ou cela. Mais ça peut être aussi communiquer sur ce que les autres pensent. 90% des touristes pensent que c'est important d'économiser l'eau sur leur lieu de vacances, par exemple. Donc ça, c'est pour les normes. Ensuite, on a une dimension très importante qui s'appelle le contrôle comportemental perçu. C'est dans quelle mesure, je me sens capable d'agir. Est-ce que je me sens capable d'économiser l'eau? Est-ce que je sais comment faire? Et est-ce que je n'ai pas de doute sur l'efficacité de mon geste? Donc là, ça va être comment arriver à renforcer ce sentiment de capacité à agir. Et c'est vraiment très important et je vais vous présenter juste après des petites astuces pour le faire. On a un modèle qu'on utilise souvent en psychologie sociale qui s'appelle le modèle des étapes du changement, qui permet de préciser à quelle étape se situe un individu ou un groupe d'individus. Donc il y a 6 étapes et c'est un modèle qui est cyclique parce qu'en fait, dans le changement, il peut y avoir des retours en arrière, ce n'est pas linéaire. Et l'idée, c'est de préciser à quelle étape du processus se situe un individu ou un groupe d'individus, parce que moi, je travaille plutôt à l'échelle de groupe. Donc, on va faire passer un petit questionnaire et savoir est-ce que, à l'échelle d'un établissement, à l'échelle d'un territoire, à l'échelle d'un ensemble de personnes, est-ce qu'il se situe plutôt à la première étape, la deuxième, la troisième, etc. Donc, ça nous donne une idée à peu près de est-ce que les gens sont plutôt avancés dans leur étape du changement ou pas. Donc, je vous présente les 6 étapes de façon assez succincte. La première étape, qu'on appelle la pré-contemplation, c'est quand la personne est réfractaire au changement.
c'est les gens qui n'ont pas du tout l'intention de changer. C'est les personnes qui s'en fichent, qui se disent, bon, de toute façon, économiser l'eau, ça sert à rien. Donc, c'est les gens qui ont une attitude défavorable parce qu'ils pensent que ça sert à rien ou qu'il y en a d'autres qui, de toute façon, dans d'autres pays, gaspillent l'eau, donc nos actions n'auront aucun impact, etc. Donc, c'est des personnes qui ne voient pas l'intérêt, qui n'ont pas conscience des enjeux ou qui ne perçoivent pas en quoi eux, ils peuvent avoir un impact. Donc voilà, ils ne voient pas l'intérêt, ils sont complètement réfractaires au changement. Chez ces personnes-là, c'est important d'aller communiquer, sensibiliser, essayer de persuader et de convaincre. Vous verrez qu'en fait, ça, c'est utile que pour les personnes qui sont à ce stade-là. Sur certains sujets, la majorité des gens sont déjà convaincus. En général, sur les aspects environnementaux, les différentes études récentes de l'ADEME montrent que la majorité des Français sont plutôt convaincus que c'est important de le faire. Donc, ce n'est pas forcément nécessaire de communiquer, c'est seulement si les gens sont réfractaires au changement. Dans ces cas-là, il faut montrer quels sont les bénéfices du changement, pourquoi c'est important et qu'est-ce que ça va apporter personnellement et collectivement. Mais c'est important aussi de montrer quel est l'intérêt individuel aussi en termes d'économie financière, en termes d'environnement, mais d'élargir en fait les bénéfices perçus, parce qu'il y a certaines personnes qui n'auront pas forcément des valeurs environnementales, qui parfois adopteront certains comportements pour l'image sociale, pour le confort, pour la santé, etc. Donc montrer en fait quels sont les bénéfices, quels sont les gains du changement. Ensuite, faire prendre conscience qu'il y a quand même un problème. Que si on essaie d'adopter un changement, c'est qu'en fait, la ressource en eau, elle n'est pas infinie. Et pourquoi ça pose problème? Ça peut passer par voilà, aller visiter une station d'épuration pour comprendre concrètement ou aller visiter voilà, certaines installations qui vont nous faire prendre conscience du problème. Et ensuite, permettre que chacun comprenne le lien et donc la part de responsabilité individuelle. Quel est le lien entre le problème et mes comportements individuels? C'est important aussi de donner des chiffres clés qui soient les plus locaux possibles pour qu'on puisse vraiment se sentir concerné. Que ce ne soit pas à l'échelle de la France ou de la planète, mais plutôt à l'échelle de ma ville ou mon établissement. La deuxième étape, c'est quand la personne a pris conscience du problème. Donc, elle perçoit l'intérêt, elle comprend qu'il y a des enjeux, que c'est important de suivre les préconisations, mais par contre, l'impression, c'est qu'il y a trop de freins. Je ne sais pas comment changer, ça me paraît trop difficile, donc je ne prends pas la décision de changer. Là, c'est important de s'appuyer sur les autres, de montrer des exemples et des témoignages de personnes à qui on peut s'identifier, donc des pairs, qui ont changé de comportement et montrer du coup que c'est faisable, que c'est facile. Et donc là, on active aussi la norme sociale en montrant qu'il y en a d'autres qui le font. Ça peut être important aussi de donner envie et donc de susciter ce qu'on appelle les motivations internes. Je vais expliquer juste après ce que c'est. Permettre de tester, d'expérimenter, là aussi c'est utile. Par exemple, dans un camping, j'utilise un minuteur de douche. Ça me permet de me rendre compte que, oui, finalement, je suis en capacité de réduire mon temps passé sous la douche. Et puis, lister les freins, ça peut paraître paradoxal, mais se dire, OK, je peux rencontrer un obstacle, mais si je rencontre un obstacle, alors je sais comment faire pour le dépasser. Au niveau des motivations, donc il y a des motivations qui sont plus ou moins internes. Donc les motivations externes comme les contraintes, par exemple, je change de comportement pour respecter la loi, parce qu'il y a une réglementation, pour éviter une amende. Ça, c'est des motivations qui vont engendrer des changements qui ne seront pas durables. Donc vous voyez, la flèche, c'est la pérennité des changements. Dans les motivations externes, on a aussi les risques à ne pas changer. Et ensuite, dans les motivations internes, on a les bénéfices personnels dont je parlais, mais aussi agir parce que ça a du sens, parce que ça me permet d'être en accord avec mes convictions, avec mes valeurs. Plus les motivations seront internes, plus les changements seront durables. Donc c'est important vraiment de donner du sens et de montrer qu'en économisant l'eau, par exemple, ça nous permet de répondre à nos valeurs écologiques, par exemple. L'étape 3, c'est quand la personne a décidé de changer, donc elle planifie son changement, mais elle a quand même besoin d'être accompagnée. Et pour ça, il faut notamment renforcer son sentiment de contrôle, dont je vous parlais tout à l'heure. Comment on renforce le sentiment de contrôle? On réduit les incertitudes, on explique concrètement qu'est-ce qu'il faut faire, on donne les moyens d'agir, ça peut être les moyens financiers ou les moyens matériels. On renforce le sentiment d'efficacité du geste, montrer que oui, ça va être efficace parce que ça peut permettre d'économiser tant de pourcents d'eau. Et on donne des recommandations qui sont le plus simples, concrets et faciles pour vraiment rendre les actions accessibles et commencer par des petits pas. À cette étape-là, c'est important de favoriser l'engagement. L'engagement, c'est vraiment le lien entre une personne et ses actes. Ça veut dire qu'on est engagé par nos comportements. Donc, c'est important d'obtenir des petits gestes,
même s'ils sont très simples, très faciles, mais qui vont nous engager dans la bonne direction. Et ensuite, pour renforcer l'engagement, il faut être dans un contexte de liberté, c'est-à-dire vraiment laisser le choix aux gens de participer ou pas. Plus ils ont le choix, plus ils sont libres et plus ils seront engagés. Le côté public, s'engager devant d'autres personnes, ça va renforcer l'engagement. Le côté explicite, ça va être de vraiment préciser au maximum sur quoi je m'engage. Pas simplement je m'engage à économiser l'eau, mais je m'engage à installer un mousseur sur mes robinets, par exemple. Plus le geste est précis et explicite, plus l'engagement sera fort. Et le côté irréversible, ça va être par exemple de signer une charte d'engagement. Je vois qu'il me reste 1 minute, donc j'accélère. Mais je pourrais, voilà, si vous avez des questions ou si vous voulez revenir vers moi par la suite, développer. Ce qui est important aussi pour l'engagement, c'est d'implémenter ces intentions. Ça veut dire préciser où, quand, comment je compte réaliser le comportement. L'étape 4, c'est quand l'individu passe à l'action. Et donc là, il y a besoin de soutien pour aller jusqu'au bout. Et donc, c'est important à cette étape-là de valoriser et de favoriser toutes les émotions positives. L'étape d'après, c'est quand ça fait 6 mois que ça y est, on a adopté le nouveau comportement. Donc, on a envie que ça dure dans le temps et pour que ça dure, il faut s'appuyer sur le groupe et renforcer le sentiment d'appartenance à un groupe. Par exemple, j'appartiens au club des touristes sobres en eau. Donc ça va favoriser encore le maintien. Et enfin, on estime qu'après 6 mois, les nouveaux comportements sont devenus automatiques, habituels, routiniers. Donc, il y a vraiment la création de nouvelles habitudes et pourquoi pas d'une nouvelle norme sociale si c'est partagé par plein de personnes. Alors voilà, ça a été un peu dense et rapide en 15 minutes. Si jamais vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter mon site internet. Moi, je suis indépendante, donc je peux aussi faire des prestations de formation, de conférences, d'accompagnement ou même de mise en œuvre de projets. Et si ça vous intéresse, j'anime des formations pour l'ADEME sur ce thème, comment accompagner les changements de comportement en faveur de la transition écologique. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions tout à l'heure ou à me recontacter par la suite si vous êtes intéressé. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Delphine. Il y a juste une petite question. Existe-t-il des affiches que l'on peut mettre au public? J'ai pas bien compris la question, c'est-à-dire des affiches déjà toutes faites, c'est ça? Je ne sais pas, c'est la question telle qu'elle est posée. Oui, c'est bien ça. Alors moi, j'ai pas forcément directement d'affiches sur ces sujets-là, mais après, il y a plein de choses qui existent et je pense que ça va être un peu présenté aussi par Laetitia dans le kit qui a été créé. J'ai vu qu'en plus, ça a été créé avec Mickaël Dupré, qui est aussi quelqu'un que je connais très bien, qui est chercheur en psychologie sociale. Donc en fonction des thématiques, voilà, il y a déjà plein de choses qui ont été faites. Mais après, ça peut être aussi des choses toutes simples, hein, mais c'est vrai que ça peut être bien parfois d'avoir peut-être un retour. Enfin, j'ai accompagné des personnes sur d'autres sujets, hein, sur la tarification incitative des déchets, où la responsable de la communication était venue me voir en me présentant les affiches qu'ils avaient prévu de faire et où je leur avais donné des conseils sur voilà, comment activer la norme sociale, comment activer le sentiment de contrôle, comment voilà, communiquer au mieux, quoi. Donc, ça peut être aussi des conseils sur des choses qui sont déjà faites. Très bien. Merci beaucoup pour l'instant. Il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez pas, si pendant le webinaire, s'il y en a d'autres qui vous reviennent, à les mettre dans le chat et on pourra les transmettre à Delphine à la fin. Laetitia, je vais te laisser partager ton écran pour pouvoir poursuivre la présentation. Donc, Laetitia Harel, chargée de mission tourisme durable au CRT Bretagne, qui va nous présenter le travail qui a été réalisé sur le kit éco-geste. Donc, je te laisse la parole, Laetitia. Est-ce que c'est bon là pour toi, Vanda? Oui, c'est bon. Attends. On peut juste le mettre en grand écran et on le voit. Voilà, super. Bonjour à tous, moi je suis Laetitia Ariel, du coup chargée de mission tourisme durable chez Tourisme Bretagne. Et aujourd'hui, je vais vous parler de notre kit éco-gestes, donc qui sont des outils de sensibilisation des visiteurs à destination de nos professionnels du tourisme breton. Au niveau du contexte et des objectifs, le sujet des éco-gestes chez nous, c'est pas un sujet qui est nouveau. On avait déjà des outils qu'on proposait depuis 2009. Là, l'idée, ça a été de piloter un nouveau projet donc, qui a été cofinancé par l'ADEME pour à la fois revoir nos messages, nos graphismes, et puis, comme Delphine en a parlé tout à l'heure, aussi s'appuyer sur le nudge marketing, donc qui est coup de pouce en anglais, pour proposer des nouveaux outils. Donc l'idée de ce kit, c'est bien sûr sensibiliser et impliquer l'ensemble de nos visiteurs en tourisme responsable,
C'est aussi l'idée d'offrir des outils pertinents en fait à notre cible de socioprofessionnels pour confirmer leur engagement environnemental, en tout cas les aider à partager leur engagement auprès des touristes. Et puis vous le verrez, du coup, c'est aussi l'idée d'avoir une charte graphique unique à l'échelle régionale que le touriste pourra retrouver dans l'ensemble des étapes de son séjour en Bretagne. Au niveau des éco-gestes, on a travaillé sur 4 thématiques phares qui sont l'énergie, l'eau, les mobilités douces et les déchets. On en parlait tout à l'heure avec Delphine, mais nous, l'idée, ça a été de décliner nos outils éco-gestes par rapport à notre positionnement, qui est vraiment un positionnement slow. L'idée, c'était d'arriver avec des messages qui étaient plutôt bienveillants, non moralisateurs, où on va chercher à leur faire prendre conscience des bienfaits, en fait, de s'impliquer pour l'environnement et de réaliser des éco-gestes. Donc, concernant les leviers du nudge marketing auxquels on s'intéresse plus particulièrement, nous, on a travaillé avec une agence bretonne qui est Lorientez, qui est Orignal Communication, en collaboration avec Michael Dupré, qui est enseignant-chercheur et spécialiste du nudge environnemental. Donc, petit rappel, ou en tout cas pour compléter les propos précédemment, le nudge, c'est vraiment une théorie sur laquelle on s'est appliqué, sur lequel on s'est reposé, pardon, qui propose en fait aux individus d'agir, mais sans jamais chercher à les contraindre. Tout simplement parce qu'on voit une grande différence entre l'intention et l'action. Et l'idée, c'était de leur donner un coup de pouce vraiment pour agir. C'était aussi de sortir de ces messages de sensibilisation très classiques, parce qu'on s'est rendu compte que l'implication aux éco-gestes avait évolué en fait depuis plusieurs années. Donc voilà, on s'est appuyé, nous, sur le nudge marketing pour notre kit éco-geste. Là, je vous ai mis quelques nudges qui sont assez connus, dont l'emblématique mouche dans les toilettes. Je sais que ça a été initié de mémoire à Amsterdam. L'idée, c'était que voilà, les hommes puissent viser la mouche pour ne pas en mettre partout. On a aussi, dans le nudge marketing, on utilise aussi la réduction, par exemple, des assiettes pour le gaspillage alimentaire. Aussi les messages bienveillants pour inciter plutôt les gens à prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur. Et puis, en Bretagne et en Normandie, on a aussi des petits cendriers qui permettent de voter. Voilà, par exemple, on en a un sur le Mont Saint-Michel de mémoire, en disant, voilà, est-ce que le Mont Saint-Michel est en Bretagne ou en Normandie? Et du coup, ça permet d'inciter aussi les visiteurs à mettre leur mégot dans les cendriers. Donc voilà, c'est quelques nudges assez connus. Pour vous partager un petit peu notre travail qui a été mené avec l'agence et puis avec Michael Dupré, on a d'abord listé en fait tous les comportements cibles. En Bretagne, on s'est appuyé sur un comité de pilotage avec des acteurs socio-professionnels et institutionnels. Et l'idée, ça a été de lister vraiment les comportements cibles, de se dire à quel public pour quelle cible en fonction de ces comportements. De lister également les freins ou les éventuels leviers ou les retours terrain qui pouvaient être associés à ces comportements. Et puis, où est-ce qu'on propose l'action et à quel moment on propose l'action. Donc voilà, on a fait pas mal de sourcing. La liste était longue et ensuite on a vraiment travaillé à prioriser en tout cas ces comportements cibles et ces messages. Et ensuite, on a travaillé avec l'agence qui nous a proposé un brainstorming, en tout cas, qui a créé des nudges.
L'idée, c'était d'activer les bons leviers et de nous faire une présentation et de valider plusieurs options. On parlait tout à l'heure de la norme. On a un outil qui s'appelle Moi, je prends ma douche en cas de pression et toi. C'est un outil qu'on retrouve, qui a été proposé pour les campings, notamment sur les boutons pression, et qui marche très bien, qui est aujourd'hui très bien diffusé dans les campings. On a aussi réalisé un accroche-porte pour demander aux clients s'ils voulaient laver leurs draps et leurs serviettes, mais surtout pour qu'ils nous disent qu'ils ne voulaient rien laver. Donc ça a été aussi un parti pris de proposer cette option. On a également déployé un outil qui s'appelle Corvée de vaisselle, où là, on vient travailler aussi sur l'information à l'intérieur de la vaisselle. Vous avez l'impact des économies d'eau par rapport à la piscine d'un camping. Donc là, on a travaillé ce volet-là. Et puis l'idée, c'était d'avoir des échelles de bateaux en fonction de ce qu'on pouvait laver dans un évier de camping, en tout cas une bassine de camping. Donc voilà, l'idée c'est que si on voulait laver un seul élément, bah, on s'arrêtait au premier trait, au deuxième trait ou au troisième trait. L'idée c'était toujours d'impacter sur l'économie d'eau. Et puis on a aussi lancé un éco-défi auprès des clientèles. Donc c'est un bloc-notes. L'ensemble des professionnels peuvent le proposer lors de leur arrivée. Et ce qui permet au fur et à mesure de cocher les cases et puis de réaliser un challenge sur les économies, dont les économies d'eau. Et puis on a aussi pris le temps d'avoir des retours du terrain, des professionnels, et puis d'ajuster et d'étendre les outils au kit. Donc, il y a eu plusieurs extensions qui ont été proposées. Il y a l'UBHPA, donc l'Union bretonne de l'hôtellerie de plein air, qui a réalisé des outils complémentaires à notre cible, donc auprès de la cible des campings. On a aussi voulu intégrer à notre kit éco-geste ce qu'on appelle une charte des voyageurs, qui permet de poser des grands principes de respect et notamment du développement durable quand on arrive sur le territoire de la Bretagne. Et puis, il y a aussi eu des outils complémentaires qui ont été mis en place sur les îles et sur les espaces naturels. Donc voilà, l'espace naturel l'année dernière et les îles il y a 2 ans, sur l'année de canicule, en tout cas, et de grandes restrictions d'eau sur les territoires. Donc aujourd'hui, on a une collection d'un peu plus de 45 outils à destination de nos professionnels du tourisme engagés. Je ne l'ai pas reprécisé, mais c'est vraiment des outils qui sont uniquement accessibles aux professionnels du tourisme breton. On a été d'ailleurs récompensé pour le trophée l'année dernière avec le trophée Horizon chez ADN, chez ATD, pardon, acteur du tourisme durable. Et là, je vous ai fait un petit récap de nos outils qui sont dédiés à la préservation de la ressource en eau. Donc, on retrouve à la fois des affiches qui sont génériques sur les îles, par exemple, sur l'utilisation de la gourde. Pour nous, c'était important de dire que l'eau, elle est potable et qu'on peut utiliser une gourde plutôt que d'acheter, par exemple, de l'eau en bouteille. On a aussi une affiche pour leur dire merci pour leur implication. Ça, c'est très important aussi de les remercier pour l'ensemble des gestes qu'ils vont pouvoir faire. Le bloc-notes que je vous ai présenté tout à l'heure, la fiche Nudge également. Et puis des stickers. On a développé juste un sticker empreinte pour pouvoir influer sur la fermeture du robinet. La douche également en cas de pression. Et on a aussi un sticker sur les 5 minutes pour ma douche pour pouvoir contrôler le temps de douche, l'accroche-porte. Et puis ensuite, l'ensemble de ces éléments-là, on les a aussi déclinés en version web pour alimenter notamment les réseaux sociaux.
Et donc, en pratique, on propose pour découvrir les outils, on propose un kit d'essai où on a un extrait des affiches et des outils en téléchargement. Donc voilà, tout le monde peut venir sur notre site internet et télécharger notre kit d'essai. À côté de ça, on a créé un catalogue avec la présentation de l'ensemble des outils. Donc c'est disponible aussi sur notre page du site pro. Et puis après, on a travaillé, enfin, dans le projet EcoGest, on a travaillé par cible, sachant que l'ensemble des cibles n'avaient pas les mêmes besoins en outils. On a créé 4 kits qui sont différents, avec chacun un nombre d'outils et des outils, bien sûr, qui sont adaptés à chacune des cibles. Et je crois que j'ai fini, Vanda. Ton micro est coupé. Oui, pardon. Super, merci beaucoup, Laetitia. Il y a eu beaucoup de réactions dans le chat, donc c'est super, surtout des relais d'autres éco-gestes dans d'autres régions. Seulement une question de Madame Antona Port de Corse qui demande si les affiches, enfin, s'il est possible de réutiliser les affiches que tu as présentées en Corse. Donc, il me semble que tous les éléments sont chartrés Bretagne. Mais du coup, j'étais en train de répondre à Madame Antona de ne pas hésiter à se rapprocher de l'institution touristique corse pour voir s'ils ont développé des outils de leur côté. Est-ce que tu me confirmes Ouais, bien que c'est uniquement pour les Bretons que le kit ouais, effectivement, il y a eu le soutien de l'ADEME sur cette campagne éco-geste quand on l'a créée. Après, dans le cadre du Fonds de tourisme durable, il y a eu plusieurs demandes qu'on émané pour pouvoir reproduire ou en tout cas s'inspirer de ce kit éco-geste. Du coup, l'ADEME a aussi de son côté créé des outils qui sont génériques, qui sont accessibles à tous. Donc, vous pouvez aller regarder notamment sur le site de l'ADEME. Après, on partage l'initiative auprès de pas mal de territoires, mais pour des questions de droit, tout simplement, de cession de droit, il n'y a pas de reproduction en soi du kit éco-geste qui est possible. D'accord, très bien. On a une autre question. Avez-vous des retours des pros? Combien y a-t-il de bénéficiaires? Et si le prix de l'abonnement au contenu du CRT est un frein ou, contraire, un levier pour booster les commandes? Alors aujourd'hui, on a distribué un peu plus de 600 kits éco-gestes sur le territoire depuis la sortie. On avait adressé un questionnaire effectivement pour avoir des retours. On a des outils qui sont, par exemple, la pression pour la douche, où on a des super retours, notamment de la Fédération des campings, avec une utilisation qui est super bien appréciée. Après, j'ai envie de dire, tout dépend de la communication et de la structure, que la structure peut faire aussi globalement sur sa démarche et puis de l'intérêt des visiteurs. Mais globalement, c'est une campagne qui a été bien reçue, où finalement chacun peut s'approprier les outils qu'il souhaite. Donc voilà, mais je ne sais plus, il y avait une deuxième question, j'ai peut-être loupé dans la Euh, même question. Le nombre de bénéficiaires, tu as répondu, le retour aussi. Et est-ce que le prix du coup des kits sont un frein ou un levier pour booster? Est-ce que le prix il a été bien perçu ou est-ce que ça a été un frein pour pas mal d'acteurs Non, ça a été globalement bien perçu. Il a été revu là en juin dernier parce qu'on a complété le kit avec beaucoup d'outils complémentaires. Mais grosso modo, le kit, il est vendu au prix de revient des outils sans forcément qu'on ait tout le travail qui a été réalisé en conception en fait. Donc c'est plutôt les retours, c'est plutôt un tarif abordable par rapport à un acteur qui souhaiterait engager une agence de communication, travailler sur les publics. Voilà, en général, il répond pas mal. Et c'est pas forcément c'est pas forcément un frein. Euh,
voilà. Après, on n'a pas voulu non plus mettre l'ensemble des outils à dispo gratuitement. Mais ça, c'était pour voilà, des raisons internes et puis pour qualifier, j'ai envie de dire, nos socioprofessionnels qui souhaitent utiliser le kit, en fait. Ok, très bien. On va garder les dernières questions pour la fin, sinon on va être un peu juste niveau temps. Donc je vais laisser la ville de Biarritz, donc Madame Bergeron et Monsieur Laborde intervenir pour témoigner sur sur la solution d'économie d'eau qui a été mise en place sur les places de Biarritz, donc des rince-pieds. Donc voilà, je vous laisse la parole et merci encore Laetitia pour ton intervention. Merci de votre attention. Merci beaucoup à vous. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Michel Laborde, adjoint aux travaux et à l'aménagement du littoral et des plages. Et avec mon collègue Mathieu Kaiser, adjoint au développement durable, nous avons été très sensibilisés à ce problème d'économie d'eau, de préservation de la ressource en eau potable. Et en particulier, le contexte, il est le suivant, c'est qu'en été 2022, on a eu une sécheresse assez importante dans le Pays Basque et à Biarritz. Et dans le Pays Basque, il y a même eu des communes qui ont été livrées en citernes en eau potable. Donc, on a été très sensibilisés. Et en plus, dans le cadre du label Pavillon Bleu, nous avons été amenés à décider, avec d'autres communes, de fermer les rince-pieds qui étaient avec des moutons poussoirs, ainsi que les plages. Vous voyez, on voit sur le slide qu'on on avait 86 douches réparties sur les 6 plages de la ville, donc avec, encore une fois, des pommeaux de douche, des rince-pieds, etc. Et une consommation assez importante, ici indiqué 33 000 mètres cubes par an d'eau potable, plusieurs piscines olympiques, comme on dit. Et donc, nous avons souhaité donner une autre possibilité. Donc, sur le slide suivant, on voit la campagne qui avait été faite au niveau et l'objectif qui a été donné au niveau de la communauté d'agglomération de baisser de 10% la consommation en eau pour le Pays Basque, et avec des plans sécheresse, etc. Et donc, l'ensemble des communes du littoral se sont entendues pour maintenir l'arrêt des douches sur les plages. Alors, ça n'a pas été toujours bien ressenti, mais on y reviendra. Et donc, si on passe au slide suivant, pardon. Voilà. Donc, c'est de cette observation, et on va rejoindre ce qui a été dit juste avant, l'observation des comportements qui ne sont pas toujours adéquats quand on recherche des solutions pour l'eau potable. On s'aperçoit qu'il y a des comportements qui peuvent varier. Donc nous, ce qu'on souhaitait, c'est contraindre les sauvages. Il y a beaucoup de surf à Biarritz, donc le rinçage des planches, des maillots, etc., ou des gens qui remplissent carrément ou qui remplissaient des grands contenants. On voulait offrir quand même un rinçage de pieds et une alimentation en eau potable qui soit donc économe en eau, améliorer le confort des usagers qui veulent rentrer chez eux en enlevant quand même le sable des pieds avant de se rechausser, notamment pour les PMR, les personnes âgées, voire les enfants. Et puis on voulait limiter justement l'apport de sable dans les établissements du littoral, puisque les gens rentraient avec les pieds pleins de sable. Donc, on a rencontré un innovateur, grâce en particulier au service technique et à Madame Bergeron. À l'été 2023, on a conclu avec cet expérimentateur, Monsieur Laroquette, là, qui a imaginé un rince-pied et une fontaine à eau économe en eau. On a expérimenté l'utilisation de ces rince-pieds et fontaines, qui s'appelle Juin, Just What I Need, sur 4 plages parmi les 6 plages. Donc, on voit des photos ici. Donc, c'est en plus un design qui est assez attirant et avec un système d'électrovanne, c'est-à-dire que ça délivre juste la quantité d'eau nécessaire. Par comparaison, la consommation moyenne pour se rincer un pied était de 4 litres d'eau potable avec un rince-pied à bouton poussoir.
Et là, on descend à 0,4 litres avec le Juin et on utilise vraiment on utilise beaucoup moins d'eau, donc 10 fois moins. Et c'est ça qui est important. Et si on passe au slide suivant, on a fait un certain nombre de campagnes pour communiquer sur le sujet. Donc, vous voyez, la ville de Biarritz s'emploie à préserver la ressource en eau et donc elle expérimente. Donc, on a expérimenté ces 4 rince-pieds et encore une fois, il y a une fontaine qui permet de délivrer juste la quantité d'eau dans une gourde. On a expérimenté ça pendant 1 an. C'est-à-dire que l'été, bien sûr, et même pendant l'automne, l'hiver, etc., quand il y a des surfeurs ou d'autres touristes qui viennent quand même sur les plages, et le système est fait de telle façon qu'il pouvait enregistrer tous les appuis sur les boutons poussoirs, etc. Donc, on a des chiffres très précis de consommation. On a économisé donc des millions de litres d'eau. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'on a entraîné un geste et qui intéressait aussi bien les enfants qui venaient se rincer les pieds et qui étaient très attirés par ce système. Et ça permet donc, alors, ça permet d'économiser de l'eau, ça permet de ne pas utiliser des douches sur les plages. Alors, ce sujet peut poser question, donc on a d'autres idées pour essayer d'utiliser des douches qui soient sur de l'eau de mer, mais en tout cas pour la partie rince-pied et fontaine à eau, ça marche très bien. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Monsieur Laborde, pour votre intervention. On a une question qu'on pourra vous poser à la toute fin. Je vais laisser du coup Nathalie Artaillé prendre la suite pour témoigner sur ce qui a été mis en place sur son hôtel Almanar Plage, l'habilité Clé Verte. Nathalie, je dirige donc l'hôtel Almanar Plage à Hyères dans le Var, qui est un hôtel éco-responsable. Donc, je vais vous partager, nous, ce qu'on a pu faire chez nous et puis comment ça se passe avec nos clients. Alors, je veux bien que vous passiez le slide suivant. Donc tout d'abord, ce que je voulais vous dire, c'est que alors on a mis plusieurs choses en place sur l'eau, je vais vous en parler, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça s'inscrit dans un contexte global et en fait, c'est ça qui fonctionne bien avec, nos clients, avec les gens, c'est que du coup, dans notre établissement éco-responsable, donc on communique beaucoup sur ce qu'on fait, donc on communique sur notre site internet, dans les guides d'accueil dans les chambres, il y a de l'affichage, etc. Donc, la décoration est aussi autour du recyclage. Donc, vous voyez, on a créé en fait toute une ambiance et tout un contexte éco-responsable. Et je pense que c'est ça en fait aussi qui fonctionne bien. C'est-à-dire que si on a des actions, mais qui sont ciblées sur certaines choses, ça fonctionne moins bien que d'avoir une démarche globale dans laquelle s'inscrit le client. Donc, à mon avis, ça facilite les gestes vertueux. C'est vraiment de faire rentrer le client dans cet univers éco-responsable, donc qui ne touche pas que l'eau, mais qui touche également d'autres domaines. Voilà, donc ça, c'était la parenthèse avant de démarrer sur concrètement ce qu'on fait. Alors, nous, on a choisi une communication ludique. On s'est formé aussi aux sciences comportementales, donc c'est très intéressant de comprendre comment on peut faire changer les comportements de ses clients. Donc je vous donne, alors nous on pense plutôt qu'aujourd'hui la communication qui consiste à dire fais pas ci, fais pas ça, ferme le robinet, etc. En tout cas nous c'est pas ce qu'on a choisi. On a choisi vraiment d'être ludique, suggestif. Et donc sortir de la communication, on va dire, classique. Donc quelques exemples pour les douches, par exemple. Donc on a des pommeaux de douche lumineux qui vont en fait changer de couleur en fonction du litrage utilisé par le client. Et vous voyez, vous avez une petite photo avec un autocollant qui est collé sur la douche et qui va expliquer que tant que c'est vert, on est à 10 litres, orange c'est 20 litres et quand on arrive à 30 litres, la douche passe au rouge. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on a le côté ludique
et lumineux et avec le vert, orange, rouge, qui est quelque chose qui est dans nos habitudes de comportement. Donc, naturellement, les gens, ça fonctionne très bien. Quand on est sous la douche et qu'on passe au orange, c'est comme quand on est au feu rouge, hein, on ferme, on s'arrête. Donc, on a joué sur ce levier-là. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, on a aussi mis le litrage, parce que je pense que ça marche mieux si on indique le litrage, parce que si vous utilisez que la couleur, ok, c'est une indication, mais elle est finalement presque inconsciente. Alors que de mettre le litrage, ça donne une information aux clients, et je pense que c'est de ça dont ont besoin les clients aujourd'hui, c'est d'avoir des repères. Et donc là, on leur donne un repère qui est une douche, pour que ce soit économique, c'est moins de 10 litres. Et donc là, on donne un repère, et je pense que du coup, c'est une information supplémentaire qui est intéressante pour nos clients et qui nous permet de jouer ce rôle un peu de formateur, d'accompagnant vis-à-vis de nos clients. De la même façon, alors nous aussi, on utilise des nudges, on en a plusieurs, je vous en ai mis un là, mais on en a d'autres. Les chasses d'eau, par exemple, des WC. Souvent, on ne voit pas très bien d'ailleurs entre le gros bouton et le petit bouton selon les systèmes. Donc nous, on a rajouté des petites gouttes d'eau avec sur le bouton poussoir 3 litres, une petite goutte d'eau avec marqué 3 litres. Et vous voyez dans un verre qui est plus foncé, donc qui attire plus que le petit autocollant du gros bouton 6 litres. Et là aussi, on donne une information à nos clients. Hein, on le forme en lui disant il peut enregistrer cette information qui est, si j'appuie là, ça sera 3 litres, si j'appuie là, c'est 6 litres. Et là, on lui donne des repères. Et là, ce qu'on vit, c'est que du coup, il puisse réutiliser ça dans un autre contexte chez lui, et on a progressé dans sa connaissance. Et puis, enfin, je vous ai donné un autre exemple. Alors, on a utilisé les sciences comportementales et justement, on a compris qu'il fallait faciliter les actions positives, mais on a aussi rendu difficile les actions négatives. C'est-à-dire que, par exemple, pour changer ses serviettes, chez nous, c'est le parcours du combattant. Mais on le fait volontairement, et nos clients sont OK avec ça parce que c'est dans un contexte global d'éco-responsabilité. Donc, si je veux changer mes serviettes, il faut que je les mette dans un sac et qu'ensuite, j'accroche le sac à la poignée extérieure de ma chambre. Donc, en fait, là, on va rendre plus difficile une action que le client aurait tendance à faire facilement. C'est-à-dire, je vais mettre ma serviette de bain par terre, c'est très facile, je vais le faire sans réfléchir. D'accord ? Même si j'en ai pas besoin, c'est le réflexe, je laisse par terre. Alors que là, on lui demande finalement, il y a tout un processus. Il faut que je prenne mes serviettes, que je les loge dans le sac, que j'accroche à la poignée. Donc, j'ai le temps de réfléchir. Est-ce que j'en ai vraiment besoin de changer ma serviette ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça ? Donc, c'est ce qu'on essaie de travailler avec nos clients. Donc, faciliter les choses vertueuses et rendre un peu plus difficile les choses non vertueuses. Et après, oui, alors c'est ce que je vous disais. Oui, chez nous, on essaie de communiquer, de partager nos données avec nos clients, on mesure pour pouvoir mettre notre client dans on va dire, dans un contexte global qui va lui donner du sens. C'est ce que vous avez dit là tout à l'heure. Il faut qu'il y ait du sens, donc on l'inscrit dans ce sens général pour l'inciter à agir. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire ce matin. Génial, merci beaucoup Nathalie. On a quelques questions donc, que je vais commencer à poser à Monsieur Laborde, et ensuite je reviendrai vers vous. Notamment, concernant, pour revenir au rince-pied, comment vous avez abordé les intérêts divergents sur l'usage de l'eau, donc des douches? Donc je pense que ça veut plutôt dire comment ça a été pris, on va dire, le retrait des douches. Donc ça a été très variable dans la commune, effectivement. Il y a une partie des gens qui étaient tout à fait satisfaits et qui étaient bien conscients de cette volonté d'économiser de la ressource en eau potable. Et de l'autre, il y a des personnes qui disaient « mais non, on a besoin de se rincer avant de repartir chez nous, etc. » Ce qui n'empêche pas, je précise au passage, c'est que même si on se rince à l'eau potable sur la plage, il faut se laver plus complètement avec du savon, etc. Hein.
Donc l'un n'empêche pas l'autre, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même des gens qui sont un peu partagés, mais en majorité, les gens sont très sensibles à l'économie qu'on a pu produire. Oui, surtout en période de sécheresse, comme Surtout il ça, a oui. passé. Merci. Concernant les reins speed drawing, est-ce que ça a été des installations qui ont été coûteuses à l'achat et à l'installation pour la ville? Alors, la première installation a coûté environ 5 000 € pour pouvoir raccorder trois choses. Je vous ai parlé d'électrovanne, donc il faut un petit peu d'électricité, mais c'est vraiment une très faible consommation. Il faut être quand même branché sur l'eau potable et il faut avoir une liaison avec l'assainissement pour l'eau qui repart à l'assainissement. Et ça coûte à peu près 5 000, ça a coûté à peu près 5 000 € de génie civil pour l'installation d'un rince-pied. D'accord, Mais après, les rince-pieds sont installés, on ne refait pas ça chaque année, hein, bien sûr. d'accord. Et une petite dernière question avant de passer aux questions pour Nathalie. Est-ce que l'utilisation de ces systèmes est vraiment efficace ou il n'y a pas eu un transfert de consommation d'eau sur la commune par les particuliers, justement? Alors, nous, on ne l'a pas constaté vraiment, et c'est comme je le disais, de toute façon, les gens, même après s'être rincés sur la plage, les gens chez eux, en général, se savonnent, etc. Donc, ça ne change pas. Non, ça ne change pas. Très bien. Merci beaucoup. Nathalie, donc petite question pour vous sur la marque des douches, mais je pense que ça a été répondu, c'est bien Hydrao, c'est Oui, ça? c'est Hydrao, mais aujourd'hui, il existe aussi d'autres systèmes, hein. Il existe plein de systèmes. Il y a notamment des systèmes où le client voit son litrage avancer. Donc, c'est pas mal aussi. Voilà, aujourd'hui, il y a pas mal de systèmes. La seule contrainte, je la donne pour mes collègues, c'est que du coup, c'est des systèmes qui sont un peu lourds. Et donc, nous, ça a nécessité qu'on change Les accroches. les petites accroches parce que ça rendait le pommeau de douche lourd, il avait tendance à tomber. Voilà, c'était la seule contrainte qu'on a eue. Et après, il faut savoir que tout ça, en plus, on peut suivre ses consommations. Voilà, il y a un petit logiciel derrière et tout, donc c'est très intéressant. Très bien, merci. Est-ce que vous avez constaté une réelle économie du volume d'eau au niveau de l'hôtel après l'installation de ces pommeaux? Alors, on les a installés dès qu'on est arrivé, donc du coup, je n'ai pas la mesure avant-après. Ce que je D'accord. sais, c'est qu'aujourd'hui, nous, on fait notre étiquetage environnemental tous les ans, on est clé verte, donc chaque année, on regarde de près nos consommations d'eau. Ça a tendance plutôt à baisser là, voilà. Sur tout le cycle de vie de notre produit, on est à 300 litres et sur la consommation vraiment du client à l'hôtel, enfin, y compris donc nous, toute l'utilisation de l'eau pour le fonctionnement de l'hôtel, hein, mais vraiment la partie hôtelière, on est à 90 litres par D'accord. nuitée. Très bien. Voilà, donc on est plutôt dans la fourchette basse des stats qu'on peut voir. Il y avait également une question sur sur vos stickers du coup, que vous mettez au niveau des chasses d'eau. Est-ce que vous les réalisez vous-même ou vous les commandez, je ne sais pas, auprès d'un kit éco-geste de votre région, par exemple? Non, on les a fait nous-mêmes. On utilise des logiciels comme Canva, hein, qui sont très faciles, par exemple, pour créer euh, des petites étiquettes. Et ensuite, aujourd'hui, c'est très facile de faire imprimer ça sur des autocollants. Sur Internet, il y a plein de fournisseurs qui permettent de faire ça pour quelques euros. Voilà. Bon, après, c'est fait souvent en Espagne. Voilà, c'est de l'autocollant. Mais bon, c'est des supports qui vont durer dans le temps. Donc, on fait comme ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut facilement faire imprimer ça pour quelques euros. D'accord. Dernière petite question, c'est sur le prix des pommeaux. Je suis désolée, peut-être que vous l'avez déjà évoqué. Non, alors de mémoire, c'est autour de 50 euros hors taxe le pommeau de douche. D'accord, très bien. Hein, mais ça peut être pris en charge par des subventions dans pas mal de régions, je crois. Très bien. Super. Eh ben, merci beaucoup. Je pense que j'ai fait un peu le tour des questions pour les témoignages des sites Pavillon Bleu et Clé Verte. Euh, J'avais une question pour Laetitia qui a été posée après sa présentation. Si tu veux bien réactiver ton micro, Laetitia.
Oui, Vanda. Donc, c'était de savoir si une étude d'impact de suivi a été réalisée ou va être réalisée après la mise en place du kit éco-geste sur la région Bretagne. C'est quelque chose auquel effectivement on pense. Il faut vraiment qu'on l'atterrisse. On avait fait un questionnaire enfin voilà, une enquête de satisfaction auprès de nos hébergeurs déjà pour voir si ce qu'on avait produit correspondait bien à leurs attentes. Après, c'est quand même assez difficile, et c'est pour ça qu'on tourne autour du sujet, mais c'est quand même assez difficile d'avoir des études d'impact vraiment qualitatives. En tout cas, ça dépend des outils qui sont mis en place, quand est-ce qu'ils sont mis. Enfin, voilà. Mais c'est effectivement dans les tuyaux chez nous. D'accord. Il y avait une autre question donc, sur le calcul justement des économies réalisées. Ça, c'est un peu difficile à évaluer peut-être à l'échelle de la région sur l'ensemble des acteurs qui ont commandé le kit, mais peut-être que vous avez quelques retours d'hôtels, de campings qui ont réalisé des études à leur échelle eux-mêmes après l'installation des kits. Est-ce que vous avez des retours par rapport à ça? On a plutôt des retours qualitatifs, mais peu de retours en soi quantitatifs, vraiment. D'accord. Mais je pense notamment, enfin, on en a parlé encore hier, effectivement, avec l'UBHPA et sur les retours, parce on vend ce kit avec un certain nombre d'outils au sein du kit, mais il y a aussi à la marge la possibilité d'acheter des outils complémentaires à l'unité. Et c'est vrai que sur certains outils, on voit de plus en plus de commandes arriver. Donc on imagine que c'est des outils qui plaisent et qui sont ressollicités d'année en année. D'accord, très bien. Et enfin, au niveau des retours que vous avez eus sur ce kit par les hôtels, gîtes, chambres d'hôtes, enfin tous les acteurs touristiques bretons finalement, est-ce que c'est globalement positif ou alors est-ce que vous en avez eu aussi des négatifs? Il y a une question qui demande notamment sur le fait qu'il ne s'intègre pas vraiment à la décoration établie par un établissement. Oui, ça a pu être le cas. Quand on a fait l'enquête de satisfaction, il y avait aussi des retours sur la traduction. Donc là, on a lancé une vague de traduction en anglais et en allemand sur certains de nos supports. Il y avait des petits retours aussi sur les supports de stickers qui ne pouvaient pas forcément s'intégrer sur de l'inox, par exemple, sur des supports inox. Après, la charte éco-geste, elle a effectivement un parti pris sur le graphisme. On a eu quelques retours sur les intégrations par rapport à la charte, mais ce n'était pas majoritaire. Enfin, c'est quelque chose qu'on a quand même pensé au début du projet. Euh, pour pas avoir voilà, des gros aplats de couleurs, des choses qui viennent vraiment contraindre la structure au sein de sa charte graphique. Mais pour le coup, il n'y a pas de version personnalisable, j'ai envie de dire, déclinée. D'accord, très bien. Voilà. Ok, eh ben, écoutez, merci beaucoup à tous pour vos témoignages, vos interventions et puis vos partages de bonnes pratiques. C'était très intéressant. On a beaucoup de remerciements dans le chat, donc je pense que c'est un webinaire qui a plu. On va arrêter l'enregistrement maintenant et puis on va vous dire au revoir parce que l'heure est écoulée et puis après ça va faire un peu beaucoup. Et puis je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions qui ont été posées. Donc un grand merci encore et puis à très bientôt. On vous partagera la présentation et vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire sur la chaîne YouTube de Terragir d'ici peu. Voilà, merci beaucoup à tous et puis très bonne journée. Merci à tous, bonne Merci. journée. Bonne journée, merci Au beaucoup. revoir. Au revoir. Au revoir, merci.